et il faudrait d'une certaine manière que le gouvernement ne soit pas remis en cause à chaque vote et que il essaye de faire le plein de ses voix au risque de perdre sa majorité, ce qui d'ailleurs est arrivé plusieurs fois pendant ces derniers mois où sur certains projets de loi le gouvernement a été mis en minorité. Et comme chaque lundi, nous retrouvons avec plaisir Richard Darmon pour faire un tour de l'actualité politique israélienne. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Alors, on va parler un peu, on se rend compte que ça fait déjà 6 mois que Naftali Bennett est à la tête de ce gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement du changement en tout cas. Le temps est venu justement pour nous de faire un petit bilan de ce premier, on va dire, mandat de Naftali Bennett en tant que Premier ministre. Écoutez, c'est un bilan... Bien qu'il ne soit pas encore terminé, c'est un bilan temporaire qu'on va faire. Absolument. C'est un bilan aussi mitigé pour Bennett, donc après 6 mois, c'était la semaine dernière, au poste de Premier ministre. Il faut dire que cet anniversaire, entre guillemets, est survenu au milieu d'une semaine agitée à la Knesset. Cet anniversaire, la demi-année, on peut dire, de Naftali Bennett au pouvoir, n'a pas été vraiment remarqué, ni encore moins fêté, célébré sur la scène politique israélienne, occupée qu'elle était, il faut le dire, donc voilà, ces derniers jours, par les facéties des députés de la Knesset, comme celle de la députée Shirley Pinto et aussi de l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou, qui sont précipités dans l'hémicycle à deux moments, ce fameux jour des 6 mois de Bennett, pour voter en faveur ou contre des projets de loi qui n'avaient pas, je dirais, une immense importance, mais simplement parce qu'il fallait que l'opposition de son côté, mais aussi la coalition du sien, marque des points. Et donc, c'était pas vraiment au nom de l'intérêt bien compris des électeurs israéliens qu'ont eu lieu ces facéties. Et donc, cet anniversaire est passé un peu inaperçu. Il n'empêche que c'est un fait significatif à quel point justement le seul politicien de premier rang qui a tenu quant à lui à marquer cet anniversaire des 6 mois, et ben ce fut le successeur pressenti, je dirais, de Bennett au poste de Premier ministre, à savoir Yair Lapid, le numéro 1 du parti Yesh Atid, et actuel ministre des Affaires étrangères, qui s'est adressé à ce propos à son groupe parlementaire et qui a donc apporté sur lui avec beaucoup de bonne volonté, il faut dire, le bilan de ces 6 mois. Et donc, en fait, comment dirais-je, Lapid a dégagé 4 axes positifs pour le gouvernement, pour la coalition qu'il a mise sur pied avec son ami Bennett. D'abord, il faut dire, ça paraît une palissade, mais ce gouvernement a comme mérite d'avoir pu tenir le coup contre toute attente, puisqu'il ne repose que sur une seule voix de majorité. Et donc, on le prédisait fragile et complètement volatile. En fait, il a quand même pu tenir le coup. Premier point, c'est ce que a développé Bennett. Et en fait, pourquoi? Parce que, comme vous savez, il faut quand même intéressant de le rappeler, ce gouvernement réunit pour la première fois en Israël, 7 partis politiques tout à fait hétéroclites, allant de la droite et à l'extrême gauche, en passant par donc le parti travailliste et le parti islamiste RAM de Mahmoud Abbas. Deuxième point positif, a dit Lapid, c'est que ce gouvernement a réussi à faire adopter 2 budgets de l'État, celui de 2021 en cours et celui de 2022, chose qu'on n'avait pas vu depuis 3 ans en Israël. Et à ce propos, Lapid s'est payé le luxe, pas Bennett d'ailleurs, c'est assez significatif, de faire un rapide bilan des points positifs de la situation socio-économique du pays, avec une baisse notable du chômage, la baisse aussi assez sensible de la dette nationale, le non-ralentissement de l'activité économique pendant la vague de la 4e vague du virus Delta, et puis le succès d'Israël à avoir pour la première fois en tant que premier pays en fait au monde à pouvoir administrer à sa population un 4e vaccin qu'on appelle le booster, qui l'a quand même prémuni contre disons la 4e vague. Et puis 3e point essentiel de rappeler par Lapid sur le plan diplomatique, et il a énuméré les nombreux succès selon lui du gouvernement
lors de ces 6 derniers mois. D'abord, à Israël, on l'a déjà oublié, a réussi à persuader plusieurs dizaines de pays à ne pas participer à la conférence antisémite de Durban à New York. Puis aussi, au plan régional, Israël a amélioré ses relations avec l'Égypte, où Bennett s'est rendu pour rencontrer le président Sisi, avec la Jordanie, où il s'est rendu pour rencontrer le roi Abdallah. Une période qui a été aussi marquée par l'ouverture des relations diplomatiques avec le Maroc, c'est pas une moindre chose, et aussi par le renforcement des accords d'Abraham, puisque il y a quelques jours, Naftali Bennett s'est rendu pour la première fois en tant que premier chef de gouvernement israélien, s'est rendu aux Émirats arabes unis. Donc, dernier point de ce panagérique élogieux de Lapid sur son propre gouvernement, c'est qu'au plan social, il a rappelé que la coalition avait lancé pour la première fois dans le pays une campagne urgente pour combattre la violence dans le secteur arabe, ce qui n'est pas une chose facile, mais en tout cas c'est une initiative qui revient à ce gouvernement. Il a aussi réorganisé le système d'indemnisation des survivants de la Shoah, ce qui est aussi un vieux boulet que traînaient les différents gouvernements successifs précédents. Et puis il a aussi engagé des réformes dont on a déjà parlé, sur lesquelles on va pas revenir, des réformes religieuses, certes critiquées, mais indispensables selon Lapid, en osant se confronter au bloc des partis religieux, réforme sur la loi du système de cache-route et sur le processus de conversion. Donc, alors finalement, ça c'est pour les côtés, on va dire, positifs. C'est normal que Yair Lapid les précise. Mais alors, est-ce qu'on peut voir aussi quelles sont les perspectives justement pour la suite du mandat de Naftali Bennett? Oui, alors, en fait, c'était évidemment pas Lapid qui les a avancés, mais ce qu'on peut dire, à la fois en termes de perspective et en termes de points faibles auxquels remédier, si on devait être les conseillers de ce gouvernement, ce qui est, disons, un cas de figure théorique. Premièrement, pour remédier à la fragilité de cette coalition qui ne tient qu'à un fil, c'est-à-dire à une seule voix, 61 voix sur 120 à la Knesset, et il faudrait, d'une certaine manière, que le gouvernement ne soit pas remis en cause à chaque vote et que il essaye de faire le plein de ses voix au risque de perdre sa majorité, ce qui d'ailleurs est arrivé plusieurs fois pendant ces 6 derniers mois où sur certains projets de loi, le gouvernement a été mis en minorité. Alors, il y a un autre point aussi auquel il faudrait remédier, qui est un point de fragilité, c'est que ce gouvernement, avec ses 28 ministres, vice-ministres, est le troisième par ordre d'importance et de volume, le troisième gouvernement le plus lourd d'Israël. Donc c'est non seulement une grosse machine, c'est sept partis qui sont présents dans le gouvernement, mais c'est un appareil qui coûte cher au budget de l'État, d'autant que s'applique aussi une loi que les différentes parties de la coalition qui étaient avant dans l'opposition avaient ouvertement critiquée quand c'était le Likoud qui gouvernait, à savoir la loi norvégienne qui en fait permet à qui oblige des députés devenus ministres à se faire remplacer à la Knesset par des députés de leur propre parti se trouvant sur la liste des éligibles. Donc ça alourdit encore plus le budget de l'État. Bah exactement. Et puis alors le troisième aspect qui est intéressant, c'est notre critique qui risque de s'élargir aussi, c'est que cette coalition n'a certes pas, comme le rappelait Lapid, fermé l'économie du pays à cause du virus Delta, mais la vague naissante du virus Omicron l'a obligé à sacrifier pour l'instant la branche du tourisme et aussi à presque fermer l'aéroport Ben Gurion, si bien que si cette déferlante, cette vague se confirme, cela risquerait justement de ternir la réputation de cette coalition par rapport à son action contre le Covid. Et puis, il y a une autre critique plutôt facile faite par la presse israélienne avec des caricatures et je dirais des éditoriaux assez sanglants la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, qui ont rebondi la semaine dernière lorsque l'épouse de Bennett, Gilad Bennett, donc la femme du Premier ministre, était partie en vacances avec ses 4 enfants, à quelques jours après que son Premier ministre de Mari avait incité les citoyens israéliens à ne pas quitter
le pays en ce moment à cause du virus Omicron. Or, évidemment, les éditorialistes et les caricaturalistes de la presse israélienne s'en sont donnés à cœur joie en disant que rien ne changeait à Balfour, la fameuse résidence des premiers ministres israéliens à Jérusalem, puisque après l'indomptable Sarah Netanyahou, eh bien, on avait aujourd'hui l'insubordonné Gilad Bennett. Et donc, en conclusion, si vous voulez, de ce passage en revue, c'est que comme ce gouvernement, malgré son faible poids parlementaire, a l'air de quand même de tenir le coup, sauf accident de parcours, car tout est possible sur la scène politique israélienne, eh bien, le Premier ministre Bennett, qui d'une certaine manière était arrivé comme par accident au poste de Premier ministre, avec seulement 6 députés, et à cause des incongruités et des aberrations, je dirais même, du système politique israélien, qui avait forcé au blocage et l'impasse qu'on connaît, avec 4 tours d'élection en 2 ans, eh bien, pour essayer de sortir définitivement de cette impasse, on pourrait suggérer qu'il puisse former un groupe parlementaire plus conséquent, s'associant directement avec le parti Nouvel Espoir de Guidon Sar, ce qui donnerait en fait à ce groupe parlementaire 12 députés, un peu plus que les 6 respectifs dont ils disposent aujourd'hui, et qui leur permettrait de constituer un pôle, je dirais, un des pôles de la Knesset, ce qui n'est pas le cas actuellement. Très bien. Et puis, parce qu'en fait, finalement, Bennett, surtout Bennett, sur sa personne, focalise l'adversité, en fait, à la fois du Likoud et de l'ultra-droite, mais aussi de la gauche, même si la gauche est à ses côtés au gouvernement, de l'extrême gauche et des partis religieux orthodoxes, ça fait beaucoup. Et donc, ce qu'on pourrait lui suggérer sur cette lancée... Ça serait on terminera avec ça avant la deuxième question, bien sûr, Richard. C'est ça, oui. Ce serait d'essayer de constituer donc un pôle qui permettrait d'attirer des personnalités, de faire ce qu'on fait finalement, de ce qu'a fait Yesh Atid et le Parti bleu et blanc, c'est de s'attirer des personnalités politiques. Et puis, certains commentateurs ont quand même aussi recommandé à Bennett de ne pas... qui a une manière finalement pudique et je dirais assez modeste de gouverner, de ne pas être aussi hésitant, de mettre plus franchement ses pieds dans les chaussures de Premier ministre et de ne pas s'excuser ou se justifier sans cesse, même si cette modestie a de bons côtés, le fait par exemple que ça lui permet de discuter d'égal à égal avec son ministre Meretz de la Santé ou avec le chef du parti RAM, Abbas Mansour, un style de gouvernance auquel on n'était pas habitué, celui du coup de Binyamin Netanyahou. Très bien. Alors, on va passer à un deuxième sujet. On va le faire aussi rapidement, ce dernier sujet. Il s'agit de Nir Barkat qui semble être bien placé pour succéder à Binyamin Netanyahou à la tête du Likoud, selon les derniers sondages. Oui, d'après un sondage important qui a été réalisé en milieu de semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, et qui a été publié en fin de semaine, ce dernier week-end, un sondage réalisé auprès de 650 Israéliens par l'Institut Panels Research. On arrive au résultat suivant, c'est que l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, est le mieux placé pour succéder à Netanyahou, puisque si il devait lui succéder en cas de retrait de Netanyahou pour différentes raisons, eh bien, il permettrait au Likoud d'atteindre 29 sièges au lieu des 30 actuels, 22 sièges seulement si c'était son rival à la présidence du Likoud, c'est-à-dire Israël Katz, ancien ministre des Transports, et puis 21 sièges si c'était un autre prétendant, Yuli Edelstein, et 20 sièges seulement si c'était Miri Regev. Donc Barkat est très, très nettement le candidat le mieux placé. Ceci dit, dans le même sondage, il faut le signaler aussi aux éditeurs, ce qui est intéressant, c'est que si des élections devaient avoir lieu sous la présidence maintenue de Netanyahou, eh bien tout de même, il y aurait le Likoud ramènerait 33 sièges au lieu de ces 30 actuels, et finalement, sans énumérer tous les autres partis, la coalition obtiendrait en fait 57 voix au lieu des 61 actuels, et l'opposition 56 avec comme arbitre la liste arabe unie, ce qui n'est pas très facile comme cas de figure, et on en reviendrait à un risque de 5e tour d'élection.
Très bien, Richard. Merci beaucoup pour toutes ces informations concernant l'actualité politique et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.